vous plaît. Alors, Dr. Arruda, Dr. Doniti, Madame Rousseau et Madame... Oh, seulement vous deux. Alors, bienvenue d'être avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, pour le fait d'enregistrement, votre nom, votre position. Et vous avez 10 minutes pour faire votre présentation, suivi d'un échange avec les membres de la Commission. Bonjour, mon nom est Horacio Arruda, je suis le directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux. Je suis accompagné de mon directeur, le Dr André Doncini, directeur de la direction du développement des individus et des environnements sociaux au ministère de la Santé et des Services sociaux. Je tiens à remercier la Commission de me permettre de m'exprimer en regard de la question qui est en analyse actuellement, en regard d'un changement au niveau législatif concernant l'accès à l'alcool dans les aires de jeu, dans les casinos. J'aimerais, avant d'aller plus loin, vous faire part que le contexte de mon intervention ici est fait dans une perspective de directeur national de santé publique, donc de médecin professionnel qui doit, à la lumière des connaissances scientifiques et des connaissances et des non-connaissances, recommander, je vous dirais, dans une approche de santé publique, des politiques ou des recommandations en regard des politiques qui ont un potentiel, je vous dirais, d'efficacité pour maintenir, je dirais, la santé, la préserver et au mieux l'améliorer. Je vais faire ma présentation dans la perspective de l'analyse que je fais des différents éléments dont ont été exposés depuis quelques jours, dans la perspective santé seulement. Je vais rapidement rentrer sur certains éléments d'études statistiques de recherche qui font le lien entre l'alcool, le jeu et les phénomènes de santé, sans répéter ce qui a été dit. D'ailleurs, je n'ai pas déposé de mémoire parce que les données qu'on a accès, les directeurs santé publique ont les mêmes données que nous. Et dans les faits, c'est le même traitement analytique par rapport à la base scientifique comme telle. Je vais vous parler un petit peu dans la perspective d'une pratique de santé publique, devant ces genres de situations. Quelle est la pensée des autorités de santé publique ici, dans le monde, comme étant les meilleures pratiques visant à améliorer, maintenir la santé, puis créer des milieux favorables, je dirais, à la santé, puis peut-être vous arrivez avec une recommandation. C'est clair que la consommation d'alcool et les pratiques de jeux de hasard et d'argent constituent une question de santé publique qui est importante. L'alcool et les jeux de hasard sont à l'usage dans différentes sociétés, peuvent ne pas comporter un problème pour la majorité des gens et c'est correct. Par contre, on sait que si c'est utilisé de façon inappropriée ou dans certaines conditions, ça va engendrer des problèmes sociaux, des problèmes économiques et des problèmes de santé importants. Il faut comprendre que vous avez eu notamment antérieurement des gens du point de vue clinique qui sont venus vous parler des impacts à la santé des clientèles qu'ils desservaient une fois que le diagnostic était posé, des impacts sur les individus en termes de santé, en termes économiques, en termes sociaux et aussi sur leur famille. Je n'ai pas l'intention de revenir sur ces propos-là, mais beaucoup plus dans une perspective, je vous dirais, en termes de cadre d'analyse générale et plus populationnelle. Comme plusieurs phénomènes de santé, le jeu pathologique est un phénomène complexe et multifactoriel. Il n'y a pas un seul facteur qui va augmenter, qui va donner automatiquement un effet mesurable avec le même effet. Ici, c'est une série d'interactions comme telles. C'est plusieurs facteurs qui amènent une pathologie et nos connaissances des phénomènes de santé, des fois, sont pas complets. Quand la situation est simple et ne comprend que quelques facteurs, même une bactérie par rapport à une maladie, ça prend des contextes environnementaux pour certains contextes pour la permettre. C'est quand même un modèle plus simple, mais il y a déjà une certaine complexité. Puis quand on parle de jeu pathologique, il y a vraiment toute une analyse. Puis vous l'avez vu, certains vous l'ont présenté, c'est une série d'interactions de facteurs qui sont associés aux individus eux-mêmes, leurs caractéristiques personnelles, etc., le contexte, l'environnement, à la fois économique, social, l'accès, les normes, etc. Le jeu lui-même, le type de jeu, peut avoir plus ou moins d'effets par rapport au jeu pathologique. Donc, ces interactions-là vont donner des hypothèses de qu'est-ce qui génère ou est cofacteur générant la situation. Et ensuite, notre devoir, c'est de faire cette analyse-là et sur la base des connaissances probantes, essayer d'intervenir là où il y a plus d'efficacité. C'est clair que les interventions qu'on fait auprès des individus, en les éduquant, etc., doivent être maintenues et être continuées. C'est clair que les interventions qui sont de nature à intervenir et de détecter rapidement les dépistages doivent être maintenues parce qu'on ne peut pas tout contrôler dans l'environnement.
mais c'est aussi clair qu'en termes de santé publique et de programme, les environnements sociaux dans lesquels les gens évoluent, les politiques publiques qu'on met en place ont des effets importants. Je dirais l'interdiction du tabac a eu des effets importants sur la consommation du tabagisme. Donc, il faut voir que les mesures publiques sont des pratiques qui ont absolument des résultats assez efficients. Le joueur à risque, c'est, vous l'avez vu là, le joueur à risque modéré ou joueur pathologique, c'est des hommes entre 25 et 34 ans qui ont des revenus plutôt faibles, des faibles niveaux de scolarité, ils peuvent être souvent seuls, divorcés, etc., puis ils sont proportionnellement plus présents dans les casinos. Peut-être pour revenir sur certaines données, c'est que les joueurs à risque modéré et joueurs pathologiques probablement jouent plus fréquemment et dépensent des montants plus substantiels. Ils sont plus nombreux à consommer l'alcool et de façon problématique à être dépendants à l'alcool. L'accessibilité est un déterminant majeur de consommation d'alcool et des problèmes qui y sont associés. On pourrait dire que l'alcool est à 9 mètres, ou etc. Mais on sait que quand l'alcool est présent, l'accessibilité, en général, a des facteurs délétères, soit alcool ou autre, est un facteur important à prendre en considération dans nos interventions. La consommation d'alcool est positivement associée à la probabilité d'éprouver des problèmes de jeu. On voit cette association-là de façon fréquente à l'intérieur des études épidémiologiques. Si vous me demandez quel est le lien causal, qu'est-ce qui cause la conséquence, c'est souvent des cofacteurs qui sont interreliés, là, mais de toute façon, en termes de santé publique, même si ce n'est pas la cause, on essaye d'abaisser les facteurs aggravants et d'augmenter les facteurs protecteurs. La consommation d'alcool pendant un jeu est un facteur de risque pour le jeu pathologique. La conjugaison de l'alcool avec le jeu électronique a un effet nocif sur les cognitions liées au jeu. On l'a bien démontré, l'alcool a un effet désinhibiteur, change nos perceptions par rapport au risque, et donc le mélange de ces éléments-là peuvent entraîner des conséquences. Plus le problème d'abus de substances, d'alcool et de drogue est sévère, plus la prévalence des problèmes de jeu est élevée. Je voudrais aussi faire valoir le point que 25% des adultes ayant parié ou dépensé de l'argent dans un casino dans les 12 derniers mois ont une consommation d'alcool excessive, 5 verres d'alcool dans une même occasion, au moins une reprise par mois, comparativement à 19% chez les adultes jouant au casino. Donc, c'est clair, et vous l'avez entendu jusqu'à maintenant, que l'association alcool-jeu, chez certains groupes de personnes et d'individus, pas sur la masse totale, peut entraîner des conséquences et fait partie des phénomènes délétères. C'est clair que l'environnement dans lequel aussi se fait le jeu est majeur. L'accessibilité sociale du jeu, les proches, les premières expériences, le stress, le manque de soutien social, ce sont des choses qui ont des effets, en fin de compte, sur aussi les variables qui sont à analyser quand on fait une perspective d'intervention. Les différents types de jeux réduits aussi sont aussi enlevés. Il faut aussi, par contre, comprendre que souvent la question vient, et je pense que la question a été posée souvent, quand on a un phénomène comme celui-ci, puis qu'on voudrait savoir tel type d'intervention, si on l'a fait, quel sera l'effet sur l'ensemble des mesures. Les experts l'ont bien démontré, la recherche sur le jeu est quand même relativement récente. Les méthodes sont complexes. On ne peut pas toujours comparer une étude avec une autre. Et dans les faits, même si on a un cadre qui essaie de regarder l'effet du jeu et l'effet de l'alcool directement, il y a beaucoup de problèmes méthodologiques pour répondre à toutes les questions qu'on a. Par contre, on a suffisamment de données, à mon sens, pour comprendre que dans une perspective de santé publique, si on regarde des caractéristiques des personnes qui vont se retrouver dans les casinos, leurs facteurs d'âge, leurs zones de vulnérabilité, de permettre l'alcool dans les aires de jeu est un facteur délétère qui pourrait augmenter la problématique sur cette population-là. De quel niveau elle sera, ça reste à être démontré. Et dans cette perspective-là, de la même façon que les directeurs de santé publique l'ont fait, mon analyse me porte à croire que compte tenu aussi que la non-distribution d'alcool dans les aires de jeu est recommandée comme étant une pratique adéquate en termes d'intervention politique publique, ma recommandation serait de ne pas aller de l'avant pour abroger le dit règlement et de maintenir celui-ci comme tel. Par contre, on peut comprendre aussi que dans l'analyse, et comme vous le mentionnez, dans l'analyse, Monsieur le Président, dans l'analyse qui est prise en compte par le gouvernement, il y a différents facteurs autres que ceux de la santé qui pourraient être pris en considération. Mais dans une perspective de politique publique visant à améliorer et à maintenir la santé,
On pense que l'introduction d'alcool dans les aires de jeu pourrait avoir des conséquences néfastes pour la santé d'une partie de la clientèle. Et si ceci était fait, il faut avoir un système de surveillance très étroit pour voir mesurer les impacts. Dr. Roux, merci pour votre présentation. Maintenant, le groupe formal le gouvernement pour un bloc de 22 minutes. Madame la députée de Sainte-Rose. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Dr. Arruda. Ça me fait plaisir de vous revoir puisque j'ai déjà eu l'occasion de vous rencontrer dans une autre commission. Oui, on était à Fluor à ce moment-là. Oui, je crois que c'est ça, tout à fait. Alors, écoutez, j'ai bien écouté votre présentation, j'ai bien entendu votre point de vue, votre message et tout ça, et il y a certains éléments sur lesquels j'aimerais revenir. Et j'aimerais aussi vous ramener peut-être quelques années en arrière et faire un petit comparatif avec une situation qui a prévalu dans le passé et une situation qui prévaut maintenant. J'ai ici un article de journal publié dans le journal Le Soleil le 18 février 2010 et qui se traitait là de l'intention de l'Auto-Québec de lancer les jeux en ligne. Et à ce moment-là, les directeurs de la santé publique trouvaient que déjà suffisamment de Québécois ont des problèmes associés aux jeux sans qu'on y ajoute les jeux en ligne. Je vais vous lire un extrait plus spécifique, se basant notamment sur une étude de l'Institut national de santé publique, donc l'INSPQ. Les autorités de la santé publique affirment que le poker en ligne que s'apprête à lancer l'Auto-Québec créera 100 000 Québécois aux prises avec des problèmes associés aux jeux d'argent. Donc, c'est pas rien, là. On parlait en 2010 d'un avis de la santé publique qui mentionnait que les jeux en ligne allaient créer 100 000 Québécois aux prises avec des problèmes associés aux jeux d'argent. À ma connaissance, le gouvernement libéral, le gouvernement précédent, est allé de l'avant, malgré cet avis de la santé publique, est allé de l'avant et a implanté les jeux en ligne. Parallèlement, il y a aussi été question de l'implantation des salons de jeu. Et là aussi, il y a eu un avis en 2007. Alors, on recule encore un petit peu plus loin. Il y a eu un avis en 2007, toujours de la santé publique. Et je vous cite un extrait. Je pourrais déposer ces documents-là, Monsieur le Président. Je vous cite un extrait de l'avis de la santé publique sur l'implantation des salons de jeu qui dit « Nous avons des motifs suffisants de croire que la modification de l'offre de jeu prévue, soit l'implantation des salons de jeu, pourrait augmenter le nombre global de joueurs et le nombre de joueurs présentant un problème de jeu. » Il y a eu implantation des salons de jeu, malgré l'avis de... Excusez. Oui. Question de règlement. Monsieur le Président, je veux juste intervenir parce que le but de la commission, c'est pas de faire un procès d'intention. Non, c'est pas mon intention. J'arrive avec une... Excusez-moi, Madame la députée. Je voudrais juste, parce que j'étais pas là à ce moment-là, je pense qu'on n'est pas ici pour faire des procès d'intention, mais bel et bien se prononcer sur l'enjeu actuel de l'alcool dans les aires de jeu. Et j'aimerais, on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais qu'on procède selon les règles. Madame la députée, ce n'est pas une question de règlement. Et aussi, je vais permettre une question qui est large. Et je demande à la députée de Sainte-Rose pour continuer son question. Merci, Monsieur le Président. Alors donc, je mentionnais que malgré l'avis de la direction de la santé publique, en 2007 et en 2010, il y a eu implantation de nouveaux services de jeu, dont le jeu en ligne. Et je le répète, là, qu'il y avait une inquiétude à ce moment-là de la santé publique de faire en sorte qu'il y aurait 100 000 Québécois qui développeraient des problèmes de jeu. Alors moi, j'aurais une question vraiment par rapport à ça. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire, vous, à titre de directeur de la santé publique, actuellement, est-ce que la mesure ou le projet là d'aller de l'avant et de permettre l'alcool dans les aires de jeu, est-ce que vous pensez que cette mesure-là va comporter le même risque de créer 100 000 nouveaux joueurs avec des problèmes de jeu? Est-ce que vous êtes en mesure de me dire ça aujourd'hui? Dr. Arruda. Comme je vous le dis, la difficulté, je l'ai fait dans mon intervention, là, la comparaison des mesures les unes avec les autres et leur potentiel en termes quantitatifs de nombre, là, je ne serais pas en mesure de vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une continuité dans l'approche. Les recommandations à l'époque étaient de se poser des questions. Pour ce qui est il y a eu même un comité qui était mis en place pour être capable d'évaluer l'impact de cette... Parce que ce qui avait été demandé, c'était un moratoire à l'époque pour essayer d'évaluer l'impact de l'implémentation de cette mesure et de réévaluer. Puis le comité va remettre son rapport en décembre 2013.
Et si vous me demandez si ça va en créer 100 000, 25 000, 75 000, actuellement, je n'ai pas les paramètres pour être capable de vous le dire. Il faut comprendre aussi une chose, il y a des variables qu'on n'a pas. Quel sera le prix de l'alcool qui va être vendu? Quelle sera l'accessibilité? Ces paramètres-là peuvent avoir une influence sur le niveau de consommation et sur l'effet. Donc, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là. Par contre, comme je le disais, quand on est dans l'élaboration de politique, sans quantification de ces éléments-là, si l'enjeu est en quantification, on essaie d'avoir un principe, je dirais, d'abord de ne pas nuire, c'est-à-dire du maintien par rapport à ça. Comme il y a une concentration de gens vulnérables à cet endroit et qu'on introduit un facteur délétère, habituellement, on essaie de l'éviter, à moins que les bénéfices escomptés par la mesure vont franchement compenser le risque qui est là. Mais il est difficile à quantifier de façon précise. À cause de la relation qui n'est pas directe et qui n'est pas en relation de X nombre d'augmentation par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a des experts ici en arrière qui auraient la réponse, mais moi, je ne suis pas en mesure de vous répondre aujourd'hui. Okay, donc, vous n'êtes pas en mesure de nous faire une prévision d'impact potentiel là, en termes de nombre, d'augmentation de nombre. D'accord, merci. D'ailleurs, dans le mémoire de Montréal, ils le disent, pour en arriver à faire une mesure précise d'impact, ça prend des informations sur des variables dont on n'a pas actuellement, c'est-à-dire quelle sera l'exposition des gens en réalité par rapport à l'alcool. Là, on pense qu'il ne sera pas d'exclu, mais quel coût sera-t-il? Est-ce qu'il va être à coût modique ou à coût supérieur? À quelle fréquence les gens vont venir servir de l'alcool comme tel? Ce sont des éléments qui vont influencer la consommation d'alcool, la quantité prise par les individus, etc., pour ne pas cette donnée-là. Et puisqu'on parle d'alcool et vous parlez d'impact là et de ce facteur qui peut favoriser le développement de jeux pathologiques, c'est-à-dire l'association entre le jeu et l'alcool. À ce moment-là, je vais vous poser la même question que j'ai posée à certains autres intervenants qui sont venus nous rencontrer hier. Est-ce que, partant de ce raisonnement, on ne devrait pas tout à fait prohiber l'alcool dans les casinos? Est-ce que, sur la base du raisonnement où, dès qu'il y a une consommation d'alcool, quelqu'un qui est un joueur pathologique ou qui est à risque de développer le jeu pathologique, de développer une dépendance au jeu, est-ce qu'on ne devrait pas totalement interdire et s'assurer qu'il n'y ait aucun contact entre ces personnes-là et l'alcool? Dr. Arruda. Vous comprendrez que l'alcool n'est pas prohibé au Québec, même si l'alcool peut tuer des gens qui conduisent actuellement. Il faut comprendre qu'on balance ici, là, ce qui se passe, c'est que la prohibition peut avoir des effets pervers, peut avoir des alcools illégaux, etc. Mais de toute façon, l'approche qu'on a ici, c'est une approche de réduction des méfaits. On identifie une série d'individus qui est à plus haut risque et on s'organise pour que leur environnement soit plus protégé par rapport au risque de ces personnes-là, sans priver, je vous dirais, entre guillemets, du plaisir que peut apporter une consommation d'alcool pour une majorité importante d'individus. Fait que les approches en santé publique ne sont pas toujours d'éliminer complètement à la source tout l'agresseur, parce que l'alcool peut être considéré comme un agresseur, mais puis dans certains contextes, être considéré comme un certain bénéfice. Au repas, un verre de vin est agréable. Donc, vous comprendrez qu'ici, l'agresseur, il est particulièrement dangereux s'il est placé dans certaines conditions. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne permet pas aux jeunes de boire non plus, parce qu'ils vont avoir plus de chances d'avoir des accidents, etc., etc. Ici aussi, la personne qui va en casino, qui prend sa voiture, si elle consomme de l'alcool, elle peut avoir un risque d'accident. Si on mélange, on regarde les risques si on regarde l'âge de ces personnes-là, on regarde les problèmes qu'il pourrait avoir avec le jeu, consommation d'alcool aussi, qui pourrait désinhiber, on pourrait avoir aussi augmenté, sans que je sois capable de vous dire exactement combien, certains suicides aussi, quelque part par rapport à ces individus-là. Donc, en termes d'approche, comme je vous disais, ce n'est pas la prohibition totale, tout comme on n'a pas une vaccination obligatoire comme telle, mais on s'organise pour offrir, je vous dirais, des mesures soit protectrices, soit qui réduisent les méfaits à des groupes en jouant sur ce qu'on appelle sur les environnements favorables, politiques ou etc. C'est dans cette perspective-là, je pense que on n'est pas rendu à recommander le retrait de l'alcool complètement. Mais ça pourrait être quelque chose qui, avec les connaissances, éventuellement, si on pense que ça crée trop de cancer puis que c'est vraiment dangereux, quoique à certains niveaux, certains verres de vin, certains éléments bénéfiques, fait quelque part, on n'est pas à ce stade-ci.
Madame la D'accord. députée de Sainte-Rose. Oui. Et vous parlez de l'agresseur, c'est-à-dire de l'alcool, là, et que dans des contextes particuliers, ça peut devenir assez risqué pour certains joueurs. Est-ce que vous croyez pas, Dr Arruda, que les lieux de jeu illégaux, est-ce que d'un point de vue, je comprends que vous avez le point de vue de la santé publique, mais d'un point de vue un peu plus large, je vous demanderais d'englober la notion aussi de sécurité publique, santé et sécurité publique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une mesure qui pourrait apparaître intéressante dans la recherche là, de la façon de mieux encadrer, de mieux prévenir, de faire de la prévention, de mieux encadrer, de pouvoir offrir des services de la meilleure façon qui soit, d'attirer la clientèle des joueurs qui sont dans les casinos illégaux, qui consomment de l'alcool sans aucune balise. Il n'y a pas personne sur place pour pouvoir les aider, pour pouvoir les dépister, pour pouvoir faire de la prévention auprès d'eux. Je fais une petite parenthèse, il y avait notre collègue de Marguerite Bourgeois qui est venu hier et qui semblait très préoccupé de sécurité publique. Il est justement venu demander à l'Auto-Québec, est-ce que vous avez, dans les casinos d'État, des mesures où quelqu'un est a trop consommé d'alcool et ne veut pas remettre ses clés, est-ce que vous allez intervenir physiquement auprès de ces personnes-là? Et la réponse a été oui. On nous a même raconté une anecdote où un agent du casino est allé, les agents de sécurité ont même mis leur voiture pour empêcher la personne qui refusait de remettre ses clés, qui était en état d'ébriété avancée, l'empêcher de partir. Alors, d'un point de vue de santé publique, mais élargi à la sécurité publique, est-ce que vous ne croyez pas que c'est quand même une solution intéressante, une mesure intéressante de favoriser la venue des joueurs, de les empêcher d'aller jouer et de faire en sorte que leur expérience de jeu, que leur expérience client soit plus attirante dans les casinos d'État? Est-ce qu'on vient pas répondre à une problématique là? Dr. Arruda. Je vais vous parler en termes de mon analyse par jugement professionnel ou simplement, c'est pas basé sur des études comme telles. Première des choses, je voudrais que vous compreniez que je salue les interventions qui sont faites pour faire le dépistage et que l'Auto-Québec peut faire pour être capable d'être en mesure d'identifier un problème et d'encadrer. Et le fait que l'État encadre mieux l'offre de jeu dans un environnement plus adéquat, je le salue, je pense qu'il faut maintenir ça. Mais justement, ne pas servir d'alcool dans les aires de jeu est reconnu comme étant une des mesures qui fait partie de ce kit que nous faisons. Et encore là, je ne peux pas être en mesure d'y répondre parce que je n'ai pas fait du tout l'analyse des facteurs qui font qu'une population qui fréquente un type d'établissement va aller vers l'autre. Pour que ça fonctionne, il faudrait qu'on nous démontre ou qu'on ait des données que je n'ai pas analysées, que le fait de mettre de l'alcool dans les aires de jeu va effectivement attirer les populations qui actuellement vont dans les casinos illégaux et ailleurs. Cette démonstration-là, personnellement, je l'ai pas. C'est une hypothèse. Peut-être qu'elle va fonctionner, mais compte tenu, moi, dans mon analyse, dans ma perspective à moi, des bénéfices, des problématiques qu'on va engendrer autour des populations qui sont à risque et qui se retrouvent dans les casinos comme telles, je pense que justement cette démarche, je vous dirais, qui est dans une politique où il n'y a pas d'effort de la personne, il n'y a pas d'alcool tout simplement dans cette aire de jeu-là, c'est comme souvent, je vous dirais, des mesures qui favorisent au moins diminuer le reste de comportement. Le fait de ne pas avoir le droit de fumer au travail et dans plein d'endroits a aidé à plusieurs personnes à se laisser tabagisme. Donc, c'est ça ma rationnelle, sans pour autant dire qu'il y a un meilleur encadrement dans ces zones-là, effectivement. Mais est-ce que la mesure va effectivement faire de shift? Il faut que le shift soit là et qu'à ce moment-là, il y aurait du meilleur dépistage. Mais il y aurait quand même alcool qui aurait une influence sur le jeu à l'intérieur du casino. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. C'est vraiment une analyse, je vous dirais, qui n'est pas basée sur une étude et j'ai pas les variables pour être capable d'y répondre. Madame la députée de Sainte-Rose. Madame la députée de Masson. Je pense que je vais céder la parole Monsieur à le mon député ami. d'Argentin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Dr. Bonjour. Bonjour, Lucie. Monsieur le Président, je voudrais juste, vous savez,
communication, il y a un précepte de base qui est très simple, c'est qu'il y a un émetteur, un ou des récepteurs, et il peut y avoir distorsion et le message peut ne pas être reçu de la même façon. Alors, ce que je voudrais faire, une question qui vous demanderait une réponse très courte, je voudrais juste clarifier le concept de consultation. Okay? En 2010, lors de l'implantation des jeux en ligne, la commission parlementaire avait reçu 14 représentations qui s'opposaient, mais le projet s'est passé quand même. Je ne sais pas si vous étiez là, Dr. Arruda, mais je sais que la santé publique y était à ce moment-là. Actuellement, vous êtes en commission parlementaire, vous nous déposez un mémoire, vous répondez à nos questions. Ma question est simple, est-ce que vous considérez qu'actuellement, on est en train de vous consulter? Puis, sur ma feuille d'horaire, c'est écrit consultation particulière et audience publique. Alors, êtes-vous d'accord qu'actuellement, on est en train de vous consulter? Bien, je vais consulter. On me pose des questions. Je vous exprime ma vision de l'analyse du problème avec les limites de mon analyse. J'ai l'impression d'être consulté. Merci. Deuxième petite question, si vous permettez, M. le Président. J'espère que j'ai bien compris la question, là, mais oui. Dans mon sens... C'est ça. Je veux savoir si vous considérez qu'actuellement, la commission parlementaire est en train de vous consulter. Vous êtes d'accord? Effectivement, je pense que j'ai même droit à 1 heure de votre temps précieux. Merci. Clarifier un concept, tout simplement, M. le Président. Il ne semble pas y avoir de lien direct, tantôt on a essayé de le démontrer, entre le fait qu'il y ait de la boisson servie dans les aires de jeu et l'augmentation de la clientèle. Bon, on a vu 2 démonstrations différentes. Les chiffres aux États-Unis descendent alors qu'au Canada, ils augmentent, donc on n'a pas d'idée là-dessus. Mais j'ai cru comprendre dans votre dernière réponse à ma collègue qu'il n'y a pas de données précises, il n'y a pas d'études précises qui démontrent que si on servait de l'alcool dans les aires de jeu, le pourcentage d'augmentation de pathologie, et tout ça, il n'y a pas vraiment de données précises. Alors, ma crainte, comme quelqu'un qui aura à prendre une décision là-dessus, c'est que sous prétexte d'éliminer une possibilité, on laisse aller en parallèle une clientèle qui va jouer ailleurs, parce que ça, c'est évident. Il y a moins de jeux, il y a moins de joueurs à l'Auto-Québec, mais le nombre de joueurs n'a pas baissé, n'a pas diminué. Donc, moi, j'ai peur que sous prétexte d'éviter un problème, on oublie qu'on laisse aller un problème qui est réel, là. Si vous me permettez, tout vient autour de la question de l'évidence scientifique, là. Et je vous l'ai dit, je fais une intervention dans une perspective de santé publique qui se base sur des évidences scientifiques avec des niveaux de preuve A, B, C, D. Et très souvent dans nos interventions et régulièrement, on fait des interventions avec des niveaux de preuve qui sont de nature C. Et il y a suffisamment de données épidémiologiques, de données, je vous dirais même de plausibilité biologique sur ce qu'on connaît de l'effet de l'alcool pour savoir que le mix de personnes susceptibles ayant des cofacteurs, etc., qui peut avoir des tendances aux jeux pathologiques, on ajoute une autre potentiel de toxicomanie qui est l'alcool pour démontrer qu'on va générer un problème. Là, si vous me demandez quelle quantité de problèmes ça va faire, si, par exemple, dans le casino, on passe aux demi-heures pour servir l'alcool versus 1 fois par jour, si on a une politique de contrôle, vous ne pouvez pas en boire plus que 3 là, c'est tous des facteurs qui peuvent jouer. Mais comme on a un facteur qu'on connaît, c'est comme si on dit, la fumée de cigarette, on sait qu'elle crée le cancer du poumon. L'intervention qu'on fait, c'est qu'on dit, on s'organise qu'il n'y en ait pas, donc on n'expose pas. Et l'individu qui serait, au lieu de dire aux gens, vous devez pas fumer, mais on vous laisse l'accès, on vous montre des beaux paquets, vous n'avez à côté, etc., ce qu'il est temps. Fait que ce que je veux vous dire, c'est vrai que en termes de preuve ou pas preuve, ou de causalité, non causalité, on peut en faire un débat très long. Puis, dans les faits, même une étude qui serait nécessaire pour vérifier les questions qu'on se pose serait peut-être pas éthiquement acceptée par un comité d'éthique. Prenons un exemple. On prendrait des casinos avec des populations similaires, avec des structures d'âge du même groupe, même niveau socio-économique. Dans un casino, on met de l'alcool dans les aires de jeu, puis dans l'autre, on n'en met pas. On regarde dans le temps ce qui se passe, on calcule les taux d'incidence des maladies, puis on les compare, ça prend des populations comparables, etc. Il y a plein d'éléments méthodologiques, là. Je pense qu'actuellement, un comité d'éthique qui regarderait la chose pourrait peut-être se dire, compte tenu de ce qu'on connaît, on exposerait des gens peut-être pas un placebo, mais à un produit. Fait que c'est dans ce sens-là que je vous dis,
quand les gens disent, et Mme Nadeau, je pense aussi dans un document que vous avez cité hier, qu'elle n'est pas capable de faire une relation causale, c'est dans un sens de cette rigueur scientifique des études qu'on, des fois, ne peut pas faire. Mais il y a suffisamment de données écologiques, épidémiologiques, de connaissances sur l'effet d'alcool. Puis vous avez vu aussi des experts en toxicomanie ici, là, ce que fait l'alcool sur le comportement humain, pour vous dire on associe un cocktail, on introduit actuellement, on a enlevé un facteur délétère comme tel pour une partie de la clientèle. Réintroduire cet élément-là pour des gens qui ne sont pas à risque, il n'y a pas d'autres facteurs, ça serait probablement pas trop d'impact, mais pour cette clientèle-là, toutes les évidences vont dans le sens qu'il y aura une augmentation. De quelle quantité, puis ça va dépendre de l'exposition. Puis ça, je ne suis pas en mesure de vous répondre de façon rigoureuse en termes scientifiques, mais ça n'empêche pas que beaucoup de nos actions sont basées sur des analyses de cette nature-là. Madame la députée de Masson, il vous reste 2 minutes. Merci. Bonjour, monsieur. Écoutez, est-ce que vous avez eu l'opportunité, parce qu'il y a des données qui nous sont mises à notre disposition sur ce qui se passe dans le reste du Canada, où tous les casinos sont opérés au nom des gouvernements et où l'autorisation de vendre de l'alcool existe. Puis au niveau du Canada, on nous dit qu'il n'y a pas de remise en question à ce niveau-là de cette pratique-là. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de vous pencher sur cette question-là? Est-ce que vous avez... Personnellement, pas de façon systématique, okay. Mais si vous me permettez, souvent le Québec peut être dans certains éléments de questions de santé publique leader en termes de politique publique comme tel. Je sais que l'Ontario, il y a eu un rapport qui a été fait pour le ministère de l'Ontario par William, qui a recommandé de ne pas servir d'alcool dans les aires de jeu. Je pense que c'est ce qui est maintenu actuellement en Ontario, à moins qu'on me corrige. Fait que dans les faits, je peux vous dire plusieurs sociétés, et vous le savez, Monsieur le Président, quand on va à Las Vegas, l'alcool, les gens sont là du matin en pyjama jusqu'à très tard le soir, et puis les gens viennent servir et même donner l'alcool gratuitement. Ça existe, mais somme toute, on considère, nous, que dans un contexte de politique publique visant la santé, là, je tiens bien à dire avec cette analyse-là, que c'est pas une pratique qui est recommandée. Mais ça peut se faire, comme il se fait, et ça se fait ailleurs. Et là, l'autre élément, c'est qu'à ce moment-là, quand le gouvernement a à prendre position, il peut regarder les différents éléments qui concernent l'économie, le tourisme, le travail, etc., pour faire la balance des choses. Ça, c'est pour ça probablement que vous, comme commission, vous allez adresser cette question, et dans une perspective de santé publique et en fonction des approches qu'on développe de façon culturelle au Québec. Je vous dirais que même si, par exemple, une province ailleurs le ferait, sur la base de ce qu'on a comme recommandation, notamment des organisations de santé publique, des tendances sur l'alcool toxicomanie, OMS, c'est ça. Monsieur le Président, c'est vrai que ma réponse est longue pour ce que j'aurais pu dire en moins de mots. Vous m'excuserez. C'est ma partie latine qui prend le dessus. Merci, docteur. Alors, le bloc pour l'opposition officielle, le bloc de 22 minutes, Monsieur le député de Jean Talon. Merci, Monsieur le Président. D'abord, félicitations pour votre présentation. Puis je pense qu'au cours des 2 derniers jours, ce que nous avons vu, c'est une complémentarité, mais tous arrivent au même message. C'est vraiment reculer que d'accepter une règle où ce qu'on va servir de l'alcool dans les heures de jeu. Et je trouve ça intéressant parce que j'écoutais l'argumentation qu'on venait d'avoir. Moi, je me souviens d'avoir entendu ce type d'argument. Les mêmes arguments, c'est quand on rencontrait les compagnies de tabac. Ils nous servaient les mêmes arguments qu'on vient de se faire servir. On essaye de justifier l'indéfendable. Et entre autres, l'argument que les compagnies de tabac utilisent beaucoup, c'est pourquoi vous n'interdisez pas complètement le tabagisme, en sachant pertinemment que dans une société où il y a une certaine acceptabilité sociale sans être recommandée, qu'on sait que ce ne serait pas possible, puis il y aura un tollé de protestation. On vient de se servir le même argument. Pourquoi ne pas enlever complètement l'alcool des casinos? Je trouve ça un petit peu triste parce que j'aurais aimé ça qu'on garde le niveau vraiment au niveau scientifique, au niveau social, aussi au niveau économique. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que ce qu'on nous a dit hier, je fais remarquer qu'il y a seulement un groupe qui est en faveur de garder la règle, ça a été l'Auto-Québec. Tous les autres groupes sont venus nous dire qu'au niveau de la santé, c'est un risque. Le Québec est un leader
au niveau de la santé publique. Troisièmement, nous avons la meilleure pratique. Pourquoi devenir le cancre ou faire comme les autres en sachant que c'est des mauvaises pratiques dans d'autres provinces puis dans d'autres régions? Donc, je pense que ça porte à réflexion. Ma question, avez-vous été consulté par le ministre de la Santé avant que cette règle soit... Il a été décidé d'appliquer cette règle. Dr. Arruda. Votre question, nous sommes dans le contexte de l'article 54, le ministère de la Santé. Le ministre de la Santé est le principal conseiller du gouvernement en lien avec les politiques, etc. Effectivement, comme toutes les mesures qui sont habituellement prises, on a reçu le projet de règlement et nous avons préparé une réponse qui a été transmise selon le mécanisme habituel au Conseil exécutif pour qu'il prenne note du commentaire du ministère de la Santé comme tel. Donc, nous avons été consultés. Jean Talon. Merci, M. le Président. Je vous remercie de votre réponse. Est-ce que cet avis a été rendu public? Vous savez que les documents sont des documents d'OSDEC qui sont à l'intention de la gestion du Conseil du ministre. Ce sont habituellement des documents, à ma connaissance, et je ne suis pas un expert de la confidentialité, de l'accès à l'information, c'est des documents qui ne sont pas publics. C'est des documents internes qui permettent au gouvernement en pouvoir d'avoir une opinion de tous les ministères avant d'aller de l'avant dans un projet qu'ils vont présenter éventuellement à l'Assemblée nationale. Monsieur le député Jean Talon. Monsieur le Président, c'est très important ce que vous venez de dire là. Ça veut dire que le ministre de la Santé est informé du risque qui va être causé par le changement de règlement. Je ne vous demande pas de répondre parce que je ne veux pas que vous répondiez à ça. C'est un commentaire que je fais, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je me demande, est-ce que la Commission pourrait demander d'avoir l'avis qui a été transféré au Conseil exécutif ou encore ça prend une autorisation spéciale ou encore c'est tellement bâillonné, ce gouvernement qui ne veut pas donner l'information. En passant, c'est le même gouvernement qui dit qu'il est transparent. Est-ce que, Monsieur le Président, c'est possible de demander est-ce qu'on puisse avoir cet avis? Monsieur le député Jean Talon, je vais prendre votre question en délibéré. Si vous adressez la question à moi, je vais prendre votre question en délibéré. Oui, Monsieur le Président, je vous adresse la question parce que ce que je vois ici, c'est un manque total de transparence. Alors que nous avons posé la question et il n'y a pas eu de réponse à ça. Nous apprenons aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est que la santé publique a émis un avis qui, selon moi, est très, très négatif et le gouvernement s'est caché et a décidé de ne pas en tenir compte. Monsieur le Président, on va certainement avoir l'occasion de rediscuter de ça avec le ministre de la Santé la semaine prochaine. Est-ce que l'avis a été transféré également au ministère des Finances? Dr. Arruda. Monsieur le Président, la procédure, c'est une lettre qui est signée par notre sous-ministre en titre et qui est envoyée au président du Conseil exécutif, là, et à ce moment-là, c'est rendu... après la mécanique, je ne la connais pas, n'étant pas dans l'appareil, mais je pense que c'est distribué. Les DOSDEC, qu'on appelle, qui est le terme technique, sont envoyés au Conseil des ministres pour analyse. Monsieur le Président, je vais expliquer... Monsieur le député Jean Talon. J'ai vécu la procédure et je vais l'expliquer comme de fait. Il y a une obligation dans la loi d'aller chercher un avis au niveau de la santé publique. Et habituellement, et la première ministre, et le Conseil exécutif, et tous les ministres sont informés de l'avis de la santé publique. Ça fait partie du mémoire qui est déposé. Donc, on peut assumer, Monsieur le Président, que pas seulement le ministre de la Santé est informé des risques qu'on fait courir à la population, et également la première ministre, qui est une ancienne ministre de la Santé, est au courant et le savait de façon objective, et également tous les membres, y compris les écologistes de ce cabinet, sont informés qu'il y a un risque pour la santé de la population. Puis ce qu'on a eu comme démonstration de tous nos groupes, Monsieur le Président, ici, là, moi, c'est très, très clair. À part l'Auto-Québec, une commande de 50 millions de dollars de plus à livrer pour des raisons tout simplement budgétaires, tous les autres sont venus nous dire que c'est une mauvaise pratique que d'autoriser de l'alcool dans les aires de jeu, que le Québec est un leader en termes de santé publique, et probablement le Québec est le groupe et la province qui a raison quant à l'application de cette règle. Et actuellement, on va attaquer les plus vulnérables en les faisant consommer de l'alcool. Et j'utilisais le principe tantôt, et c'est vrai, quand vous jouez, vous ne consommez pas. Quand vous consommez, vous ne jouez pas. Mais là, on va tomber dans le nouveau domaine où vous consommez de l'alcool et vous jouez en même temps.
Donc, cette population est plus à risque. Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, on apprend des choses très intéressantes que je comprends que le Dr. Arruda n'a pas le choix parce qu'il est obligé de donner l'information, parce que c'est comme ça que ça se passe, Monsieur le Président. Aujourd'hui, vous nous en arrivez avec la recommandation que on ne devrait pas aller de l'avant. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui pourraient être prises pour essayer de contrecarrer cette mesure? Et advenant le cas que le gouvernement allait de l'avant, qu'est-ce qui peut être fait pour être capable de mesurer? Est-ce que vous avez eu une demande de faire une mesure d'impact sur cette mesure qui serait mise en place? Dr. Arruda. Je pense que, premièrement, il faut comprendre que dans le processus décisionnel, le gouvernement prend différents facteurs en considération. Là. Nous, on s'est adressé à la question de la santé. Si le gouvernement allait de l'avant, c'est clair, à mon sens, que compte tenu des hypothèses que nous avons, il faudrait mettre en place des mécanismes pour s'assurer de surveiller le comportement et les effets en suivant, bien entendu. Il y a déjà plusieurs millions de dollars qui sont investis, notamment par le ministère de la Santé, dans des recherches et des évaluations par rapport à mieux documenter le jeu. Je pense qu'il faudrait poursuivre à faire cette surveillance-là et probablement aussi voir en lien avec nos partenaires ou les gens de l'Auto-Québec quelles sont les mesures de contingence qu'on met en place. Parce que si on introduit, je vous dirais, un phénomène délétère, entre guillemets, quelles sont les mesures qui sont mises en place pour s'assurer d'atténuer et aussi essayer de travailler pour que cet accès-là, s'il avait lieu, il soit modéré, en tout cas, ou du moins atténué par la fréquence. Comme je vous disais, c'est le prix, par exemple, de la consommation pourrait être un facteur qui serait un limitatif. Tout comme le prix du tabac peut entraîner une diminution de consommation, mais peut-être que le prix de l'alcool qui serait vendu dans ces aires de jeu-là peut avoir une influence sur la dite consommation. Monsieur le député Jean Talon. Président, je m'attendais à cette réponse que les gens avaient l'information. Je dois vous avouer, j'ai plusieurs déceptions. Premièrement, en ayant l'information qu'ils prennent une décision comme celle-là. Parce que, quant à moi, là, s'il y a une évidence qu'on a une contradiction entre la santé publique, la santé des plus vulnérables. On ne parle pas de n'importe qui, on parle de la santé des plus vulnérables et également la recherche du gain économique. Ça, pour moi, M. le Président. Deuxièmement, M. le Président, je dois vous dire que j'ai une grande déception parce qu'il y a quand même la première ministre et tous les ministres, y compris le ministre des Finances, le ministre de la Santé et des Services sociaux, la ministre également qui est la déléguée aux services sociaux, la ministre qui est responsable de la solidarité, qui est responsable de responsable de protéger les plus vulnérables, qui sont informés qu'il y a un risque important de consommer de l'alcool en même temps que jouer. Moi, j'ai un point d'ordre. Parce que là, mon collègue fait des affirmations, mais je pense qu'il va un peu loin dans ses affirmations. Il n'y a rien qui nous dit que toutes les personnes qu'il a nommées ont été informées. Il fait des affirmations là qui mettent en cause des personnes et on n'a pas l'information factuelle. Et je trouve que Madame la députée, ce n'est pas une question de règlement. Alors, Monsieur le député de Jean Talon. Président, je pense qu'une fois que nous avons dit ça, on ne continuera pas sur cette voie. Mais je pense que les gens devraient nous laisser savoir si oui ou non, par souci de transparence, s'il y avait l'information. Et de toute façon, on va avoir l'occasion de discuter. Point d'ordre, Monsieur le Président. Je trouve que le collègue impute des motifs indignes à des députés. Et ça, c'est un point d'ordre. Et c'est une question de règlement. Monsieur le député de Jean Talon, je vous demande d'être prudent dans vos remarques. Comme Madame la députée Sainte-Rose, je vous demanderai de... Non. Au fait. Je vais poser une question de fait. D'être prudent avec vos remarques, mais ce n'est pas une question de règlement. Je vais juste reposer une question de fait. On va se le faire répéter. Je pense que c'est objectif. Est-ce que vous avez transmis l'avis au Conseil exécutif du gouvernement? Nous avons reçu, effectivement, un DOSDEC nous demandant la position, une analyse du projet de réglementation. Le sous-ministre en titre, M. Cotton, on lui a préparé une note qui a été adressée au Conseil exécutif et qui a suivi le processus habituel, j'imagine, mais c'est tout ce que je peux vous dire de mon côté. Nous, on a produit une note signée par notre sous-ministre en titre qui a été envoyée au COSDEC, qui est le mode de fonctionnement du gouvernement au Québec depuis que je suis en fonction au ministère, avant même d'être directeur national. Monsieur le député Jean Talon. Monsieur, avant de passer la parole à ma collègue, je voulais juste vous remercier d'être venu ici aujourd'hui. Je sais que la santé publique est souvent sollicitée.
Je comprends que le rôle d'abord de la santé publique, comme vous l'avez bien expliqué au début, c'est d'expliquer les évidences scientifiques et puis également qu'est-ce qui pourrait être recommandé. Et je tiens à vous dire un beau merci puis félicitations pour le beau travail que vous faites, pas juste pour ce dossier, mais pour l'ensemble des dossiers du Québec que vous avez à gérer là, au cours des dernières années. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, Merci, Monsieur le Président. Pouvez-vous me dire combien de temps il me reste? vous avez 11 minutes. Oh, 11. Merci beaucoup d'être venu pour témoigner devant nous. Tout à l'heure, quand des questions étaient posées par la députée de Sainte-Rose, elle a fait référence à peut-être des avis que vous avez donnés dans le passé concernant la mise en ligne des jeux. Je trouve que la comparaison qui est faite par la mise en ligne de jeux par l'Auto-Québec est très différente du sujet qui est devant nous, qui est de permettre l'alcool dans les aires de jeu. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il y a beaucoup de jeux qui sont online. Et beaucoup de ces jeux sont illégaux. Et l'Auto-Québec voulait faire partie de jeux en ligne. Et donc, ils sont là avec les autres. Alors, si les gens n'avaient pas l'Auto-Québec online, ils pourraient utiliser n'importe quel autre service online de jeu. Donc, il y avait une autre source que l'Auto-Québec si on voulait jouer online. Ici, nous avons une situation où les seuls casinos au Québec sont les casinos de l'Auto-Québec. Autre, peut-être... Alors, on a une situation où on a accepté depuis le tout début qu'aucun alcool serait servi dans les aires de jeu. Et on veut maintenant changer cela, mais c'est dans les casinos qui sont contrôlés par l'Auto-Québec et qui sont disponibles, les seuls disponibles à la population. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les comparer, les jeux online et la situation qui est devant nous, ce n'est pas une comparaison valable? Dr. Arruda. Je vous dirais que c'est deux questions différentes. Simplement. Je dirais des questions différentes. Je n'ai pas à comparer l'une avec l'autre dans le sens où, pour moi, mais je vais vous dire, la question des jeux en ligne et la question qui est un phénomène nouveau associé à l'Internet, la question de ses effets sur la santé a encore besoin d'être analysée. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a eu un groupe de travail qui doit remettre son rapport en décembre pour voir l'impact que ça l'aurait. Mais dans les faits, tout ce que je peux vous dire, c'est des questions différentes qui ne portent pas sur la même chose. Dans une, on parle de réintroduire un agent, je vous dirais, qui peut avoir des effets comme tel. L'autre, c'est une offre différente de services qui pourrait avoir des effets aussi, qui pourrait avoir certains effets délétères aussi, sur lesquels, justement, les directeurs se questionnaient, demandaient un moratoire avant de l'implanter. Mais ce qui a été décidé, c'est d'aller de l'avant et de le mesurer, et ils vont remettre leur rapport. Je peux pas véritablement, ce n'est pas la même question, ce n'est pas la même perspective. C'est ce que je peux vous dire dans mon analyse actuelle. Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Les représentants de l'Auto-Québec sont venus hier. Ils ont dit qu'ils donnent des cours aux serveurs et à tout leur personnel pour aider à identifier les joueurs problématiques. Je crois avoir compris que les serveurs reçoivent des cours ou un cours d'environ 3 heures. Il y a 15 000 personnes par jour qui visitent le casino à Montréal. Est-ce que vous croyez que les serveurs, avec une formation de 3 heures, sont capables d'identifier les joueurs qui sont inébriés ou qui ont un problème d'alcool, qui ne crient pas, qui sont là simplement, ils jouent et ils ne font pas beaucoup de fracas? Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils seront capables de les identifier? Dr. Arruda.
Je sais que vous avez posé la même question à des intervenants hier et ils vous ont répondu, notamment que certains des gens qui ont une formation universitaire très poussée peuvent avoir de la difficulté à le faire. Je suis pas en mesure de vous répondre de façon scientifique adéquate, n'ayant pas ni le programme de formation, etc. Par contre, le principe d'avoir des individus sentinelles pour détecter des phénomènes est un principe qui est pratiqué. Par exemple, dans le domaine du suicide, on sait que les pairs, les gens autour, peuvent identifier certains phénomènes. Donc, je pense que la stratégie peut être intéressante. Elle doit probablement être complémentée d'une offre de service autre, c'est-à-dire que les gens sont là pour postuler des hypothèses et ils vont s'adresser à d'autres personnes, mais je ne connais pas leur programme spécifique. Donc, ma réponse, c'est, je pense que c'est mieux d'avoir cette formation, d'avoir des gens sensibilisés comme tels, complémentés par d'autres mesures, que de vous dire non, ça ne peut pas nuire, ça peut sensibiliser les gens, mais quel est le type de formation, quel est le profil, qu'est-ce qu'ils vont détecter vraiment, ça, je suis pas en mesure de vous le dire honnêtement. J'aime mieux pas m'avancer sur des choses sur lesquelles qui sont pas mon expertise. Madame la députée Bourassa-Sauvé. Mentionner d'autres choses qu'on pourrait faire, comme quoi? Mais si je prends des modèles d'intervention haute, souvent, ce qu'on appelle les personnes sentinelles, ce sont des personnes qui sont en contact avec les individus, qui, sur la base d'un certain niveau de critères qui leur sont enseignés, vont dire « Ah, cette personne-là a peut-être un problème ». Alors, peuvent s'adresser en le référant à d'autres. Ils peuvent faire une intervention brève, ne serait-ce que de dire « Écoutez, on pense que vous avez un problème » ou « Appelez à tel endroit ». Donc, c'est le genre, il faut qu'il y ait des services de support par après pour faire une meilleure évaluation. Ce sont habituellement, je vous dirais, des services d'information, de dépistage qui doivent être suivis d'un service d'intervention auprès de ces personnes-là si on veut être en mesure de faire le bon diagnostic. Comme le barman ou le personnel n'est pas un intervenant du domaine, il sert de sentinelle pour potentiellement détecter, puis après ça, il s'organise pour acheminer l'individu dans le service. Vous parlez du barman étant un sentinelle. Pas le barman ou le personnel de l'Auto-Québec, ce ne sont pas des intervenants en toxicomanie. Mon collègue peut ajouter. Si vous permettez, M. le Président, Dr. Dontigny. Oui, simplement un complément, M. le Président. Au fait, c'est une des mesures qui peut être utilisée. Au fait, je rappelle, ça a été le cas lors de la présentation du mémoire des directeurs régionaux de santé publique et Dr. Arruda en a fait mention tout à l'heure. Il y a eu une étude qui est parue en 2012 qui s'appelle Étude de Williams et autres, qui a été faite, qui est une Comprehensive Review of the Evidence and Identified Best Practices, qui a été fait à l'intention du ministre de la Santé de l'Ontario. Il y a un ensemble de mesures qui sont prises en considération à l'intérieur de ça, dont un ensemble d'initiatives politiques, des mesures d'éducation, de sensibilisation, voire de détection précoce font partie de l'ensemble de ces mesures-là. Encore une fois, c'est qu'on peut difficilement arriver puis dire une seule mesure, même avec toutes les qualités qui sont associées à cette mesure-là, et la mesure qui va donner les résultats. La préoccupation qui a été soulevée jusqu'à maintenant, il y a certaines de ces pratiques recommandées, dont celles qui consistent à réduire l'accès à l'alcool, qui font évidemment partie de l'ensemble des mesures. Peut-être juste vous dire aussi qu'en complément, là, du côté du ministère, là, on finance l'élaboration et le déploiement de formations qui sont spécifiquement destinées à la détection des problèmes de toxicomanie, de jeux pathologiques, aussi dans les centres de santé et des services sociaux, donc aussi pour soutenir la formation des intervenants et tout. Donc, c'est une mesure parmi l'ensemble, ce n'est pas une mesure pour laquelle on pourrait dire ce n'est que celle-là qui va donner un résultat d'efficacité. Puis encore une fois, les mesures d'éducation ne sont pas considérées comme des mesures aussi efficaces de manière générale, tout en étant importantes, que celles de l'ordre du renforcement de politiques publiques. Madame la députée Bourassa-Sauvé, il vous reste 2 minutes. Est-ce que vous pourriez déposer l'étude à laquelle... de Williams? Oui. Je demanderai que vous envoyez les documents au secrétaire de la Commission qui va faire la distribution aux membres. D'accord, M. le Président. Monsieur le député Jean Talon, il vous reste 2 minutes. Peut-être revenir dans l'étude de Williams, une des conclusions, de ce que je comprends, c'est la diminution de l'alcool au niveau du casino, probablement la consommation générale. Est-ce qu'il y avait un point spécifique par rapport à la consommation d'alcool en même temps que jouer?
Monsieur Dr. Dontigny? Je pourrais pas vous dire de manière spécifique, là. C'est un des éléments qui est regardé, mais en ce qui concerne cet aspect-là, encore une fois, je reviendrai sur ce qui a été soulevé de manière générale dans les mémoires qui ont été présentées jusqu'à maintenant. Donc, de cet effet-là qui est bien identifié d'un point de vue scientifique à l'effet que le cocktail alcool et jeu est un cocktail qui a un niveau de dangerosité particulièrement chez les personnes vulnérables. Donc, il existe un consensus, je vous dirais, d'experts sur cette dimension-là. Donc, de faire en sorte, au fait, une des mesures qui est proposée du côté de Williams peut aller jusqu'à la restriction complète de l'alcool. Il a été soulevé tout à l'heure que c'est pas le type de mesure qu'on préconise. La recommandation qui est faite est à l'effet de ne pas aller plus loin dans ce que nous faisons présentement au Québec en matière d'accès à l'alcool. Si vous regardez le mémoire qui a été Monsieur le Président, si vous regardez le mémoire qui a été déposé par les directeurs de santé publique à l'annexe 3, c'est un tableau qui résume les recommandations de Williams 2012 et la façon dont c'est inscrit, c'est que dans les mesures, il y a des éléments d'éducation, ce qu'on appelle des policy initiatives, des initiatives de politique, et celles pour ce qui est restriction ou altération, comment le jeu est fait. Et vous avez pour l'alcool, c'est réduire l'utilisation concomitante d'alcool et de tabac. Donc, c'est clairement de la restreindre. Donc, cette recommandation de ne pas mettre d'alcool dans l'aire de jeu fait partie de ces éléments-là. Malheureusement, le temps pour cette bloc s'est écoulé. Le deuxième groupe d'opposition, 6 minutes, Madame la députée de Groux. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup de votre présence. Alors, ce qu'on comprend de votre allocution, c'est que finalement, cette mesure-là, vous l'avez reconnue comme étant néfaste pour la santé des gens qui sont vulnérables et vous en avez fait mention au gouvernement en place. Alors, ce qu'on peut comprendre de la poursuite de cette mesure-là, dans le fond, ce n'était qu'une considération financière en omettant de protéger la santé publique. Est-ce que vous avez des suggestions à nous faire de mesures qui seraient saines pour la santé et qu'on pourrait suggérer à l'Auto-Québec pour régler son problème d'achalandage, mais sans affecter la santé des Québécois qui se présentent au casino? Monsieur le Président, dans les faits, je n'ai pas fait l'analyse des différents types de mesures et de leurs effets sur l'achalandage. Malheureusement, c'est pas mon niveau d'expertise. Je suis plus en mesure de vous dire à partir des connaissances des facteurs, quelles sont les choses qu'il ne faut peut-être pas faire parce qu'ils peuvent avoir des effets délétères. Je pense, en mesure de vous dire aussi quelles sont les pratiques qui peuvent être faites par de l'éducation, détecter rapidement aussi les continuums de jeu par rapport et offrir des services adéquats pour de la réadaptation aux ceux qui sont problématiques. Là. Mais vous dire exactement une mesure, à moins que mes collègues aient fait des réflexions là-dessus comme telle précise, je suis pas en mesure de vous répondre à cette question-là. Si jamais, d'ici 48 heures, l'idée nous venait ou que mes consultations me permettent de dire que cette mesure-là, mais comme je vous dis, je ne sais pas quelle sera la mesure qui va effectivement améliorer directement l'achalandage. L'achalandage, c'est pas nécessairement du domaine de la santé. Madame la députée de Groux. Merci. On va tenter de trouver d'autres solutions pour trouver un 40 millions. Je peux pas croire sur 75 milliards qu'on n'y arrivera pas. Il y a une notion dans votre allocution qui était qui m'a un petit peu chatouillé au niveau de l'éthique. Vous avez mentionné qu'effectivement, comme les effets de l'alcool sont bien connus comme étant néfastes, surtout chez les clientèles vulnérables, que de même d'aller de l'avant avec une recherche où on exposerait cette clientèle vulnérable-là à de l'alcool ne passerait pas au niveau de l'éthique médicale. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ce que vous nous avez... C'est-à-dire que je n'ai pas fait la réflexion, on n'a pas soumis la question à un comité d'éthique, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand nous faisons des études expérimentales et que on expose des individus à quelque chose, à un phénomène pour lequel on a déjà des données qui semblent démontrer que ça peut être délétère, souvent les comités d'éthique
pourrait décider de ne pas pouvoir aller vers une étude expérimentale. C'est dans cette perspective-là que je l'ai faite, mais la question n'a pas été posée comme telle. C'est clair que il y aurait des enjeux par rapport au consentement des individus, etc., là, parce que effet alcool et effet délétère dans une sous-population d'individus, ça semble suffisamment clair. Le groupe, il vous reste 2 minutes. On peut alors présumer que s'il y a des scientifiques qui écoutent et qui entendent ça, auraient de la difficulté à siéger dans un comité d'éthique où on suggérait de soumettre une clientèle vulnérable déjà connue à de l'alcool alors qu'on connaît très bien l'effet néfaste pour leur santé. Je ne veux pas présumer de la conclusion parce que faut quand même comprendre quand on regarde à travers le monde, l'alcool présent dans des aires de jeu, il y en a. Je ne voudrais pas qu'on considère ici cela comme étant un poison nécessairement comme tel. C'est juste dans la question du phénomène d'exposer un groupe à un agent qui est pathogène pour un résultat. Est-ce que ce serait nécessaire de faire cette étude-là pour en faire l'intervention? C'est probablement la question que se poserait le comité d'éthique. Mais je voudrais pas que ce soit interprété comme étant le fait que de fournir de l'alcool à des individus est un acte criminel ou de même nature que de donner un médicament qui est toxique ou qui va entraîner un cancer. Je voudrais juste vraiment là que vous compreniez le contexte de mon propos. C'était de dire, et d'ailleurs, de toute façon, juste, c'est une question théorique, parce que d'avoir 2 populations similaires dans des casinos où on exposerait de l'alcool, pas d'alcool, etc., même techniquement, je peux vous dire que c'est presque pas faisable. Est-ce que j'ai compris dans votre allocution que vous souhaitez que le Québec demeure un leader positif dans la prévention de tout ce qui est associé au jeu et à l'alcool et qu'on poursuive dans ces mesures-là qui étaient des mesures reconnues préventives et qui nous permettent de nous démarquer par rapport à l'ensemble des casinos qui ne sont pas des casinos d'État ou qui sont des casinos d'État ailleurs au Canada? Il reste temps pour une courte réponse. Oui, seulement dans une perspective de santé et qui est la mienne, c'est clair qu'une politique qui veut maintenir ou diminuer les effets pervers de l'alcool en général d'un casino ou ailleurs est quelque chose qui est bienvenu dans ma perspective à moi. Par ailleurs, le gouvernement doit, dans ses décisions, et c'est ce que vous faites comme élu, prendre en considération différents facteurs dont ils vont faire peser le pour et le contre. Je suis pas en mesure, n'ayant pas ces données-là, de vous donner l'impression, mais moi, comme acteur de santé publique, mon rôle, le mandat que j'ai, c'est de vous dire que le plus on est en cohérence dans les politiques publiques comme telles, même par rapport à l'alcool, parce qu'on pourrait faire aussi d'autres choses dans l'alcool actuellement ailleurs, je pense que moi, ça sert à la cause du maintien et d'amélioration de la santé. C'est clair. Alors, Dr. Arruda, Dr. Dontigny, merci pour votre présentation. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Et collègues, je lève maintenant la séance et la commission adjourne ses travaux au mardi 4 juin à 10 heures. Merci, collègues.